Quel genre de docteur fait un coup ça avec sa tête? Bonjour et bienvenue chez le docteur. Aujourd'hui, une espèce d'hybride entre une consultation et surtout un bilan catch de l'année 2020. Il y a pas mal de choses à dire. Je vais m'attarder dans cette vidéo sur donc forcément la WWE. On va parler des bons points et des mauvais points, parce qu'il n'y a pas que des mauvais points, loin de là. On va parler également, enfin je vais parler en l'occurrence, mais après j'attendrai vos avis dans les commentaires, comme d'habitude pour chaque vidéo bilan. On va également parler donc de NXT un petit peu en particulier, de AEW, un petit mot sur NJPW, parce que cette année, bon, j'ai pas trop regardé. Et puis, on fera un bilan de la chaîne à la toute fin de la vidéo. Et puis encore à la toute fin, je vous montrerai autre chose. Bon, au niveau disposition, là, c'est un peu Docteur la street. Hein, j'ai la blouse, mais j'ai le t-shirt Docteur Wrestling, j'ai la casquette. Je suis pas à mon endroit de tournage habituel, je suis au niveau du bureau. Le son doit être un petit peu différent. Bon, je m'excuse si c'est dérangeant. Normalement, ça devrait aller. Et puis, voilà, on va démarrer tranquillement. Alors, cette année, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le bashing autour de la WWE a été plus violent que d'habitude. J'ai aussi l'impression qu'une grande partie des fans de catch tombent un petit peu gratuitement sur la WWE et je trouve ça un peu dommage. Et je vais quand même démarrer cette vidéo par les mauvais points de la WWE avant de passer aux bons points. Alors cette année, j'ai détesté pas mal de choses du côté de Stamford et notamment le match entre Goldberg et le Finn en Arabie Saoudite. J'en ai fait une review entière à l'époque où je faisais beaucoup de reviews de pay-per-view où ça passait clairement pas et je ne comprends toujours pas ce choix d'avoir mis le Finn face à Goldberg pour qu'il perde la ceinture. Tout ça pour qu'en plus on n'ait pas ce fameux match contre Roman Reigns lors de WrestleMania 36. Pour moi, ça a détruit la dynamique du Finn. Je trouve que ça lui a coûté très cher en fait ce match et que depuis il n'est plus jamais le même. Le Finn imbattable qui se fait battre par Goldberg d'une manière absolument sinistre. J'avais trouvé ça odieux et pour moi c'est l'un des gros points noirs de l'année. Bon, un autre mauvais point, mais qui n'est pas forcément du ressort de la WWE, sont un petit peu victimes et non auteurs de ce mauvais point, c'est tout simplement le huis clos à cause de la pandémie. Et notamment, un point que je trouve qui a été très marquant, c'est WrestleMania 36 à huis clos. Ça fait très mal de voir un WrestleMania comme ça, à huis clos, sans public, sans spectateurs. Ça lui donne certes un côté très original, mais surtout un côté c'est naze quoi. Et du coup, j'ai trouvé que WrestleMania 36 a perdu de sa superbe et de sa grandeur. Ça aurait pu être un excellent show au vu de la carte, mais bon, c'est pas passé. J'ai trouvé ça vraiment nul quoi. Après, encore une fois, là, c'est pas de la faute de WWE, c'est le contexte actuel. J'ai globalement trouvé que certains pay-per-view étaient assez fades. Il y en a un que j'ai particulièrement détesté, c'est Extreme Rules. Alors, je l'ai détesté parce que les choix de booking étaient, je trouve, honteux. Comme par exemple Sasha Banks qui gagne le titre avec Bayley qui met un t-shirt d'arbitre et qui tape à la place de l'arbitre, ça n'a aucun sens. Et également j'ai trouvé le show dégueulasse parce que l'angle avec l'œil qui sort de l'orbite de Rey Mysterio. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai presque 30 ans mais j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Et je regarde pas du catch pour voir ça, hein, sinon je vais regarder Saw. Un autre mauvais point également, je trouve, qui a été un peu une épine dans le pied de la WWE, donc tout au long de l'année, même encore maintenant, c'est la gestion du Money in the Bank. Alors le Money in the Bank, déjà le match en lui-même, j'ai pas trop aimé, ça a été un ciné-match, l'un des premiers d'ailleurs après les ciné-matchs de WrestleMania. Ça a été un ciné-match et j'ai trouvé ça booké très bizarrement, c'était très étrange. Et le fait de donner la victoire à Otis, ça a posé problème parce qu'Otis, effectivement, il était efficace avec la foule. Mais bon, c'est pas crédible de donner la manette à Otis, quoi. Et on a bien vu que la WWE a navigué à vue, en fait. Ils savaient pas quoi faire de Otis et de cette mallette. Il y a eu cette espèce de reconversion avec le Miz qui a récupéré la mallette. Mais ce qui s'est passé ensuite, ça m'a dérangé parce que si le cash-in avait été effectif lors de TLC et que le Miz avait perdu la mallette, ok, je trouve que le Miz a pas trop passé pour un con parce que justement il cash-in en plein match, il fait un peu comme Seth Rollins en 2015, donc il prend ce risque, il montre un peu de courage en allant cash-in en plein match. Et le problème pour moi, c'est qu'on lui a rendu la mallette parce que ce serait John Morrison qui a cash-in et non le Miz. Quand Brock Lesnar a cash-in en 2019, c'est Paul Heyman qui a donné la mallette à l'arbitre et non Brock Lesnar. Bon, après il a gagné le titre, donc forcément ça ne posait moins de problèmes. Mais voilà, je suis un peu déçu parce que je sais pas ce qu'ils vont faire du Miz et de cette mallette. Je me dis que si jamais ils lui ont rendu la mallette, c'est pour lui faire gagner le titre cette fois-ci, parce que louper 2 cash-in de suite, ça serait vraiment dramatique pour le Miz. Et ils auraient mieux fait d'annuler cette mallette. Voilà, on l'a loupé cette année, c'est comme ça fait quelques années que c'est comme ça. Et voilà, on passe à autre chose quoi. Un autre point encore que j'ai pas trop aimé, c'est la retraite de l'Undertaker. Alors c'était très sordide en fait. Quelle idée de faire une retraite de l'Undertaker face à personne avec des bruits de foule rajoutés dans une salle vide. C'était très dur à regarder. Je l'avais regardé en live, j'avais fait un live react Twitch. C'était assez dur. Sur Survivor Series, c'était un show qui était très dur, j'ai trouvé, à regarder. Et
c'est un immense gâchis en fait finalement. Encore une fois, la WWE n'y est pas pour grand chose. Et j'ose espérer que l'Undertaker sera Hall of Fame, peut-être pas en 2021, parce qu'ils vont sûrement décaler ceux de 2020 en 2021, mais en 2022. Et pourquoi pas une énorme pop face à la foule d'un WrestleMania rempli de foule. Et voilà, je pense que rien n'est perdu concernant les adieux de l'Undertaker, mais ces adieux-là sont un échec pour moi. Allez, parlons maintenant d'un clan qui a fait ses débuts cette année et il y avait pas mal de hype autour de Retribution, mais bon, bah ça s'est pas passé très bien pour eux. Ça s'est très mal passé d'ailleurs même. La hype n'a pas pris. Les gars ont été un peu tournés en ridicule, le booking était très compliqué. Ali qui s'est révélé le leader, ok, pourquoi pas, moi j'ai toujours été favorable à cette idée, mais pour quel résultat, pour quelle finalité? On a vu qu'il n'y en a eu aucune, et je parlerai tout à l'heure dans les bons points d'un autre clan qui au contraire a émergé avec un booking simple et efficace et qui fonctionne très bien. Et un dernier mauvais point, du coup, qui est plus un constat général sur la WWE, c'est justement la baisse des ratings, des audiences. Alors effectivement, il y a le contexte virus, il y a le fait qu'il n'y ait plus de spectateurs, et moi personnellement, le fait qu'il n'y ait plus de spectateurs, ça me dérange énormément et j'arrive plus à regarder le weekly vraiment comme avant. Et cette année 2020, ça a marqué l'année où tout simplement j'ai arrêté de regarder Raw et SmackDown. Je me contente des Raw recap ou SmackDown recap, ou alors les reviews des collègues youtubeurs. Mais bon, je regarde plus quoi, parce que ça m'emmerde en fait, tout simplement. Le fait qu'il n'y ait plus de foule, ça fait perdre tout crédit en fait au match. Pour les pay-per-view, je trouve que ça passe encore parce qu'on est dans un contexte assez exceptionnel, un pay-per-view. Mais pour les weekly, je n'aime plus ça en fait, tout simplement. Bien, passons au bon point maintenant que j'ai un petit peu aussi réglé la caméra. Il y en a quand même eu énormément de bons points du côté de la WWE. Le premier énorme bon point que j'ai vraiment adoré, c'est le retour de Edge au Royal Rumble. C'est vraiment un retour qui m'a procuré énormément de sensations fortes, vraiment beaucoup d'émotions. J'ai vraiment vibré comme rarement. Je suis content que Edge n'ait pas gagné le Royal Rumble parce que c'était pas son rôle. J'étais assez content de l'utilisation de Edge pour l'instant, même si la rivalité Orton est bonne. Les matchs sont un peu trop longs, je trouve, et ça nous raconte une histoire un peu spéciale. Je suis pas trop fan, mais bon, voilà, son retour a été incroyable. Le Royal Rumble 2020 a été incroyable. Le booking du Royal Rumble match a été terrible. Dans quelques jours, je vous sortirai, si tout se passe bien, la vidéo des meilleurs matchs de l'année 2020. En 2019, j'avais fait les meilleurs catcheurs. Cette année, je vais faire les meilleurs matchs. Et bon, c'est plus compliqué, je trouve, les meilleurs matchs, parce qu'il y a énormément de matchs possibles à mettre. Mais bon, ce Royal Rumble 2020 peut peut-être être dans ce top 5. Un autre point excellent cette année, c'est l'ascension de Drew McIntyre. Enfin, il est au plus haut niveau, il est méritant, c'est quelqu'un qui mérite, Drew McIntyre. C'est pas un produit 100% WWE, Drew McIntyre, c'est quelqu'un qui était là en 2010, qui a un peu échoué finalement, qui était mid-carder, qui est parti ailleurs dans le circuit indépendant, à la TNA, qui est parti se forger vraiment un nouveau personnage, un caractère. Il a transformé son corps, il est devenu beaucoup plus musclé, beaucoup plus poilu, charismatique. Enfin bref, il a vraiment glow up, on dit, ouais, les jeunes ils disent glow up. Et du coup, la WWE l'a rappelé et ça marche extrêmement bien aujourd'hui. Drew McIntyre, c'est un élément sur lequel la WWE peut absolument et doit même capitaliser. C'est peut-être le futur visage de la WWE, qui sait. Je trouve qu'il en a les compétences, les capacités, il a le charisme, la technique, le physique, les promos. Enfin bref, pour moi, il a tout ce qu'il faut pour être ce visage de la WWE qu'il manque depuis maintenant quelques années. Et une autre ascension, c'est pas vraiment une ascension, c'est plus une confirmation, c'est le heel turn de Roman Reigns. Ça fait que 4 mois, il est revenu à SummerSlam, je crois, et ça fait très peu de temps, et pourtant j'ai l'impression que Roman Reigns a marqué l'année 2021 de son empreinte, tellement il a été bon en heel, tellement il a été imposant, et franchement, enfin, ça y est, enfin il est heel, et ça marche extrêmement bien. Alors après, il y a le Polyman qui l'accompagne. Ah, on se calme le micro. Polyman qui l'accompagne et qui fait beaucoup, je trouve. Ils sont très complémentaires les deux et je trouve le résultat très très satisfaisant. Les matchs sont remplis de storytelling, le booking autour de Roman Reigns est affiné, il est vraiment très très bon. J'ai bien aimé les matchs contre Jey Uso. Ça fait pas partie de mes matchs préférés, mais c'était très divertissant. Chaque match de Roman Reigns est très divertissant dans ce personnage et j'ai absolument hâte de voir la suite.
Tiens, concernant, on va parler un petit peu des prédictions de WrestleMania 37, on est un peu dans les temps. Quel adversaire pour Roman Reigns à WrestleMania 37? J'adorerais voir Seth Rollins, mais j'aimerais voir une confrontation heel contre heel. Je me dis que la WWE peut le faire, après tout, on est en 2021, donc on sera en 2021, donc je me dis pourquoi pas faire cette confrontation Roman Reigns, Seth Rollins, heel contre heel. Deux profils différents, finalement. Seth Rollins, le heel un peu arrogant, Roman Reigns, le heel un peu badass, le mec que tu viens pas emmerder dans la rue, quoi. Et ça ferait, je pense, une confrontation avec beaucoup d'étincelles. Mais voilà, je veux Seth Rollins contre Roman Reigns à WrestleMania, mais pas Seth Rollins en face, par contre, sinon ça marche pas. Et pour Drew McIntyre, eh bien, déjà, il faut qu'il garde la ceinture. On n'est jamais à l'abri d'un autre cash-in du Miz pour WrestleMania, et sinon si Drew est toujours champion, je sais pas, il y a beaucoup d'adversaires potentiels. J'aimerais une revanche par exemple contre Brock Lesnar, avec de la foule, si on en a, même si c'est dans 4 mois, et que dans 4 mois je suis pas très objectif, objectif ça veut rien dire, je suis pas très optimiste pour le fait d'avoir à nouveau de la foule, mais pourquoi pas Brock Lesnar, Keith Lee, pourquoi pas, et ou un gars comme Daniel Bryan, j'aimerais bien le voir aussi contre Roman Reigns à WrestleMania. Mais bon, je m'écarte du sujet. Cette année, j'ai également adoré donc le Hurt Business, ce fameux clan qui sort un peu de nulle part. Hein. MVP, Shelton Benjamin, Bobby Lashley, Cedric Alexander. Que des gars un peu, voilà, inconnus. Enfin, pas inconnus, mais pas des stars, quoi. Peut-être Bobby Lashley, MVP qui revient cette année, qui fait 1 ou 2 matchs, qui dit bon, ok, je voulais juste que mon fils me voit lutter. Puis en fait, qui devient leader. Ouais, il est leader, il est manager d'un clan juste sensationnel, quoi. C'est un peu l'évolution version 2020. Et ça marche très bien, Hurt Business, franchement, c'est très divertissant, c'est très charismatique. Tout fonctionne bien, quoi. Tout fonctionne bien, et je leur souhaite que le meilleur pour 2021. Le dernier bon point concernant les rosters principaux de la WWE, c'est le Thunderdome. Alors, je trouve que depuis le Thunderdome, ça s'améliore un petit peu. Enfin, je trouve que le rendu graphique et design est bien meilleur, et c'est plus facile de regarder les shows que quand c'était au Performance Center, et c'est vraiment à ce moment-là que ça m'a vraiment écœuré et que j'ai arrêté de regarder les weekly parce que je trouvais ça vraiment nul. Et le Thunderdome, ça apporte quelque chose en plus, on sent qu'il y a une vraie volonté de la WWE de bien faire, de faire plaisir aux fans, malgré le fait que ils sont plus là, quoi. Et voilà, quand même bon point le Thunderdome, je trouve ça beaucoup moins dérangeant que le Performance Center, mais bon voilà, j'ai quand même hâte de revoir la foule. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des autorisations aux États-Unis, AEW a un peu de foule, c'est de l'ordre de 1 siège sur 3, je crois, dans les rangées, et WWE ne le fait pas en fait, ils gardent vraiment uniquement le Thunderdome, donc je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, ça doit être une stratégie, je pense, mais ok, bon, le Thunderdome, c'est un excellent point, ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans, donc GG à WWE pour avoir innové et investi dans un nouveau matériel, pour continuer de distraire les fans malgré la crise actuelle. Allez, il est l'heure de parler de NXT et de AEW, donc là je vais faire simple, je vais prendre un petit peu les points coup par coup, bon point, mauvais point, bref. Et on va commencer donc avec NXT, et déjà premier constat sur NXT, je trouve que ça a un peu baissé en qualité cette année, c'est moins bon que les autres années. Il y a une difficulté plus importante à construire des grosses stars, des grosses storylines, des grosses histoires. On a eu des choses très très intéressantes à NXT cette année, hein. Je dis pas que c'était vraiment nul, mais ça tutoyait pas le niveau d'excellence qu'on a eu, je trouve, en 2018, en 2019 et parfois même en 2017. Je trouve vraiment aussi peut-être que les entre guillemets stars de NXT actuelles où les nouvelles têtes sont moins charismatiques peut-être, on prend moins le temps de les construire que celles d'il y a 2 ans ou l'année dernière. Alors l'année a commencé avec la fin de règne de Adam Cole, donc forcément ça marque le pas sur une ère qui était assez incroyable à NXT. Le règne de Keith Lee, j'étais un peu déçu parce que, ok, c'était logique et normal d'avoir Keith Lee en tant que champion, j'étais très heureux, mais bon, c'était un règne de transition, ça n'a duré qu'1 mois ou 2, je crois. Keith Lee est vite allé dans le roster principal pour pas faire grand chose en plus. Il aurait mieux fait, je pense, rester un peu à NXT pour asseoir un petit peu son règne et puis son personnage. Et donc il perd le titre face à Kieron Cross qui est pour moi un peu une énigme. Je le connais un petit peu du circuit indépendant de l'époque, mais bon, moi je trouve pas que ce soit un excellent catcheur, Kieron Cross. J'ai été assez bluffé par son entrée à NXT, tout le travail autour de son personnage. Scarlett Bordeaux qui fait un travail incroyable. Scarlett qui fait quasiment tout dans le personnage de Kieron Cross. C'est à la fois très intéressant, mais c'est à la fois très problématique en fait, parce que je trouve que Kieron Cross, c'est pas forcément ce monstre qui nous est vendu.
Et le fait qu'il soit champion NXT pour son premier match de championnat, et en plus le pauvre n'a pas de chance, il se pète l'épaule, donc il doit rendre la ceinture. Mais voilà, enfin je sais pas comment le dire, c'est pas que ça me dérange, j'étais assez intrigué, mais pour moi, Karrion Kross à l'heure actuelle, c'est toujours une énigme en fait, et j'attends vraiment de voir ce qui va se passer en 2021. Est-ce qu'ils vont le faire revenir et gagner la ceinture directe? Enfin maintenant c'est Finn Balor le champion, qui n'est, je ne pense pas, un champion de transition. Je pense que c'est un véritable bon choix de la part d'NXT, même si effectivement à son âge, Finn Balor, il approche des 40 ans, il n'a plus besoin d'être champion NXT, et pourtant c'est quelqu'un de très crédible. J'ai adoré le match contre O'Reilly, j'attends avec impatience la revanche entre les deux. En plus ce sera je crois le premier match de Finn Balor depuis que O'Reilly lui a cassé la mâchoire. Ok, je trouve que NXT quand même finit bien l'année. Il y a eu des bonnes choses aussi également du côté de la division féminine. Le règne de Io Shirai par exemple, j'aime beaucoup. Bon, pareil, l'apport de Charlotte Flair en début d'année, je trouvais ça intéressant, même si un peu bizarre. C'est intéressant la rivalité avec Rhea Ripley. Il y a quand même du bon NXT, ça reste très divertissant et j'espère que 2021 sera une excellente année pour eux. Alors par contre, effectivement, j'ai quelques doutes et quelques craintes. D'abord, concernant le personnage de Velvet in Dream. On sait donc qu'il y a eu le scandale je ne sais plus comment ça s'appelle, mais au mois de juin, je crois, il y a eu le scandale autour des problèmes dans les vestiaires de catch, les accusations qui ont commencé à tomber. Velvet in Dream a fait partie des personnes accusées, et ça a forcément coupé son élan en plein vol. Lui qui quand même avait du mal, je trouve, à décoller finalement, on le voyait monter très vite et très haut à la WWE, et on l'a vu un peu stagner, et bah là forcément régresser quoi, parce que bon, les accusations sont en plus assez graves. Pour l'instant il n'y a pas eu de mise en examen ou de preuve en fait qu'il est bien coupable, mais bon forcément il est un peu mis de côté, il est un peu laissé à l'écart, et sur internet il s'en prend plein la tête, et donc forcément c'est compliqué de construire autour d'un personnage comme ça si derrière le mec va être sifflé dans toutes les salles quoi. Donc je suis un peu emmerdé vraiment parce que j'adore Velvet in Dream, et ça m'emmerde vraiment en fait que ces conneries le rattrapent et potentiellement lui gâche un peu sa carrière. Donc voilà, je reste en attente, j'attends de voir ce qui va se passer, mais je suis très déçu par ce qui est arrivé à Velvet in Dream cette année. Et concernant les autres, les trois autres piliers un peu d'NXT, à savoir Gargano, Ciampa et Adam Cole, et ça fait au moins 4 ans qu'ils sont à NXT. Ils ont fait un peu le tour, j'ai l'impression qu'ils veulent pas aller dans le roster principal, dans les rosters principaux. Adam Cole a étrangement, je pensais pas qu'il allait prolonger son contrat. Il a prolongé cette année. Adam Cole, pour moi, je le vois aisément du côté de All Elite Wrestling, déjà parce que tous ses potes y sont, Adam Page, Kenny Omega, les Young Bucks. Adam Cole a fait partie du Bullet Club à l'époque, pour ceux qui ne le savaient pas, et sa femme, Britt Baker, est là-bas. All Elite Wrestling propose des contrats assez faramineux, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, il n'y a presque pas de house show, tout est fait pour que les conditions de travail soient meilleures là-bas. Mais Adam Cole a prolongé avec WWE, je ne sais pas quels sont les termes exactement, je ne sais pas qu'est-ce que la fédération, la compagnie lui a proposé, mais bon en tout cas, je me dis qu'Adam Cole c'est peut-être celui qui arrivera à faire quelque chose dans le roster principal en sortant d'NXT, parce que voilà, Ricochet, Aleister Black, Bobby Roode, Andrade, Matt Riddle, même si c'est plus récent, Lars Sullivan, je peux faire une liste générale. Et il y en a très peu finalement qui réussissent dans les rosters principaux en venant d'NXT. Donc Adam Cole, je me dis, ça peut peut-être être ce personnage-là qui réussit, mais j'en suis pas convaincu. Pour Ciampa et Gargano, bon là c'est clair, je pense que ni l'un ni l'autre n'ira dans les rosters principaux, les deux vont continuer à lutter du côté d'NXT, mettre en avant les jeunes, ça va être leur rôle, parce que Ciampa et Gargano, je crois qu'ils ont plus de 35 ans chacun déjà, et puis voilà, progressivement faire la transition avec les jeunes, et puis c'est la couler douce à NXT quoi, parce que voilà, c'est l'idée quoi. Allez, All Elite Wrestling, après ce grand point sur la WWE, alors que dire de All Elite Wrestling? Déjà, donc c'est la deuxième année d'exploitation, une année complète, une année assez intéressante, où on a vu des bonnes choses, on a aussi vu des mauvaises choses, faut pas se leurrer. Concernant d'ailleurs les mauvaises choses, je pense tout de suite à la division féminine, qui est très très compliquée à mettre en place à All Elite Wrestling, qui est très inintéressante. Alors pourquoi est-ce qu'elle est inintéressante cette division féminine? Eh bien j'ai peur parce que ce soit tout simplement parce que il n'y a pas de nom connu en fait. Concernant les catcheuses de la division féminine, en fait on a tous appris à les connaître petit à petit, que ce soit Nyla Rose, Hikaru Shida, Shayna, Britt Baker. Très peu d'entre nous les connaissaient d'avant, et le grand public, et notamment ceux qui sont fans de WWE et qui ont
switcher un petit peu sur AEW pour voir ou pour s'intéresser, ne connaissent pas ces catcheuses-là. Et forcément, c'est difficile de s'attacher, de se raccrocher en fait à quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pas comme avec les mecs où tu as Chris Jericho, John Moxley, aka Dean Ambrose, même des gars comme Kenny Omega, les Young Bucks qui sont quand même assez connus. Et là, tu as de quoi te raccrocher, tu as des gars que tu connais déjà. Chez les femmes, c'est différent et forcément, bah, c'est plus compliqué à se développer, je pense. J'ai pas trouvé une grande évolution cette année dans le catch féminin chez All Elite Wrestling et je suis pas forcément très optimiste pour l'avenir de cette branche. Alors par contre, on a eu beaucoup de renforts du côté de All Elite Wrestling cette année, beaucoup d'anciens WWE, Brody Lee, bien entendu, j'en reparlerai tout à l'heure, Miro, FTR, enfin Miro c'est Rusev, FTR c'est Revival, Matt Hardy, enfin beaucoup voilà, d'anciens AEW qui vont chez AEW. Bon, pour Brody Lee, je vais en parler tout de suite, comme ça je crève un peu l'abcès. Brody Lee, les 7 mois qu'il a passé chez Elite Wrestling, j'ai trouvé ça exceptionnel, enfin exceptionnel, j'ai trouvé ça excellent. Je trouvais que le personnage de Mr. Brody Lee lui allait à merveille, ça lui collait à la peau. Je suis comme vous tous très très triste de son décès. Malheureux, je vais pas m'attarder là-dessus parce que voilà, ça me fait mal au cœur, hein, rien que d'en parler. Mais bon, Brody Lee, c'était le run de sa vie, je trouve, à All Elite Wrestling. Enfin, chez WWE, c'était ok. Chez la CZW, c'était pareil. Mais chez All Elite Wrestling, je trouve qu'il était vraiment épanoui dans ce rôle de leader du Dark Order. Et malheureusement, la vie nous l'a pris bien trop tôt. Concernant FTR, ça roule plutôt bien. Miro, à voir avec le temps. Et même Sting qui est arrivé, ça peut être très intéressant. Quel rôle pour Sting? Est-ce qu'il va catcher? Est-ce qu'il va manager? Je le verrais bien en tant que mentor de Darby Allin. Je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Et puis voilà, peut-être quelques matchs quand même. Enfin, j'en sais rien en fait. Et puis je verrai de toute façon que Sting catch ou pas. Les gens retrouveront des choses à redire. Donc autant pas se prendre la tête et voir ce qui se passera. Alors encore une fois, quelques points négatifs. J'ai trouvé le règne de Jon Moxley moyen. Je ne l'ai pas trouvé très bon son règne. Le personnage de Jon Moxley en tant que champion est charismatique. Les promos sont bonnes. La ceinture lui allait à merveille, mais bon, les matchs, que ce soit contre Brian Cage, même Brody Lee, pour moi, Brody Lee c'était quand même la meilleure défense, MJF ou Eddie Kingston, ok, mais je préfère le Jon Moxley en fait, tout simplement underdog, et ce Jon Moxley là aussi qui peut, en tant que non-champion de AEW, aller lutter par exemple au Japon avec sa gimmick de Death Rider, ce mec un peu voilà libre, et je trouve que la ceinture cette année, ça lui a enlever un peu cette liberté, même si bon, il n'a pas pu voyager ni rien pour aller au Japon. Voilà, je préfère Jon Moxley en fait en tant qu'underdog, tout simplement, pas en tant que champion. La division par équipe cette année, ça a été juste du petit lait à All Elite Wrestling. Je vous en parlerai dans ma vidéo des meilleurs matchs, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, les plus grands matchs cette année à All Elite Wrestling, c'était vraiment les matchs tag qui étaient absolument géniaux. Géniaux d'ailleurs. Concernant les shows, je les ai plutôt tous bien aimés, hormis un, je crois que c'est All Out que j'ai pas trop aimé, c'est celui où Matt Hardy se blesse en tombant sur la tête. Le match est arrêté, reprend, Matt Hardy a une espèce de commotion cérébrale, enfin c'est le bordel. Hein. Et il y a également la chute de Darby Allin qui est jeté dans un sac mortuaire et qui est jeté comme ça tête la première. Enfin voilà, ça m'avait un peu sorti du show, tout n'allait pas trop bien en fait dans ce show-là et on avait remarqué donc du coup quelques faiblesses du côté de All Elite Wrestling pour la production de certains pay-per-view. Alors un des points que j'adore du côté de All Elite Wrestling, c'est qu'en gros les anciens, les vétérans mettent en avant les jeunes. On a vu plein d'exemples cette année, Matt Hardy avec Sammy Guevara, Chris Jericho avec Orange Cassidy, enfin Orange Cassidy a 35 ans mais bref, c'est considéré un peu comme un jeune talent. Enfin il y a plein, Cody avec Darby Allin, enfin bref, il y a énormément. Les jeunes en fait sont très bien construits et cette espèce de triplette MJF, Sammy Guevara et Darby Allin, même si je trouve Sammy Guevara un poil en dessous des deux autres, représente l'avenir de All Elite Wrestling, vraiment ils sont tous très jeunes. Des mecs sont jeunes comme Adam Page ou quoi, ils ont 28 ans, ils sont jeunes hein. Mais eux sont très jeunes parce qu'ils ont moins de 25 ans et ils sont déjà au top niveau je trouve. Et c'est vraiment les futurs superstars de demain. Et j'adore cette construction des jeunes chez All Elite Wrestling que je trouve vraiment hyper intéressante. Allez, on finit sur All Elite Wrestling avec donc le point sur la nouvelle ère. Kenny Omega est champion All Elite Wrestling. C'était ce que j'espérais, Kenny Omega qui remporte le titre, mais j'aurais préféré que Kenny Omega soit vraiment plus heel en fait à l'époque, comme à l'époque où il était du côté de NJPW. Vraiment
sans âme, quoi, un robot de puissance et de destruction comme il était dans sa gimmick un peu de Terminator en tant que leader du Bullet Club. Et c'est pas vraiment ce qu'on a. J'ai encore un peu de mal à... Je regrette toujours un peu le Kenny Omega d'avant, le véritable cleaner. Aujourd'hui, c'est un cleaner de Wish un peu. Enfin, c'est moyen, je trouve. J'arrive pas à m'y faire. J'attends toujours mieux de Kenny Omega en fait parce que j'ai connu vraiment l'excellence. Et je pense que c'est ça le problème. À toujours comparer, on finit par se faire du mal. Mais bon, je suis assez surpris par le partenariat avec TNA. Et je suis assez excité parce que ça peut être vraiment cool. Ça peut également nous permettre de rencontrer, enfin de connaître des catcheurs qu'on ne connaît pas du tout, hein, du côté de TNA, ou très peu, qu'on a oublié. Et ça étoffe un petit peu les programmes et ça peut faire des trucs vraiment cool, donc j'attends de voir ça en 2021. Allez, un point vraiment très rapide sur NJPW et après on fait le bilan de la chaîne dans sa généralité. NJPW, cette année, j'ai totalement lâché le catch japonais. J'avais regardé Wrestle Kingdom 14 donc au mois de janvier dernier, qui était l'équivalent de WrestleMania. J'avais été assez excité par la victoire de Kota Ibushi lors du J1 2018. Donc le J1, c'est un grand tournoi en fait qui se passe l'été où le vainqueur affronte le champion lors de Wrestle Kingdom. C'est un peu comme le Royal Rumble avec WrestleMania. Et j'avais été très excité de voir Kota Ibushi gagner. Kota Ibushi, peut-être si vous avez regardé le Cruiserweight Classic, si vous regardez pas la NJPW, c'était un catcheur japonais qui était arrivé, je crois, en finale, il me semble, du Cruiserweight Classic et qui depuis a signé là-bas. Et le match contre Okada, j'ai trouvé superbe. J'étais très déçu que Ibushi gagne pas à Wrestle Kingdom. Bon, c'est comme ça. Cette année, il a regagné le J1. Alors, un J1, au Japon, il faut savoir qu'ils ont le droit d'avoir de la foule, mais la foule n'a pas le droit de parler. La foule n'a pas le droit d'ouvrir la bouche, ils sont masqués et ils n'ont pas le droit de faire aucun bruit, donc de sortir des postillons, quoi. Et ça donne une ambiance glauque à mort. J'ai vraiment du mal à regarder les shows NJPW parce que c'est horrible. C'est horrible, t'as l'impression que les mecs catchent dans une église, quoi. Et les fans applaudissent, mais c'est compliqué. Kota Ibushi a regagné le J1 cette année, donc je suis très content. Il a fait le back-to-back, je suis très content. Il va enfin peut-être pouvoir aller gagner le titre suprême à Wrestle Kingdom 15, qui se déroulera le 4 et 5 janvier. Mais bon, on verra. J'espère en tout cas qu'il va gagner. S'il gagne pas, je vais être très mécontent. Il y a peut-être moyen que j'arrête totalement de regarder du catch japonais. Mais bon voilà, après pour le catch japonais, j'ai pas plus regardé que ça cette année. Je trouve ça un peu dommage, mais bon c'est comme ça. Si vous voulez me parler un petit peu de catch et me raconter un peu ce qui s'est passé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Comme ça me permettra de faire un petit peu un récap sur ça. Bien, on va faire un petit bilan de la chaîne YouTube maintenant Dr Wrestling. Et à la fin, je vous montrerai juste un petit dernier truc par rapport à WrestleCrate, un peu les meilleurs trucs que j'ai eu cette année. Le bilan de Dr Wrestling, alors on arrive pas loin des 30 000 abonnés, on est à 27 000. L'année dernière, à la même époque, je crois qu'on était à 11 000 ou 12 000, donc on a quasiment doublé. C'est très bien, je suis très content. Cette année, je trouve que j'ai eu des hauts et des bas dans la chaîne. C'était un parcours un peu des fois chaotique, des fois des gros moments, des fois des moments de creux intenses. Je saurais pas trop expliquer ça, c'est YouTube, c'est comme ça. Je pense que ce qui me manque vraiment, moi, c'est la régularité, c'est le fait de beaucoup donner de contenu, j'en donne assez peu finalement. Et c'est pas un secret sur YouTube, hein, plus tu fais de vidéos et plus tu as d'abonnés, parce que plus tu as d'exposition, et les gens vont s'abonner plus facilement parce qu'ils vont te voir plus souvent et voir tes vidéos plus souvent. Donc voilà. Après, généralement, les vidéos que je propose, ça demande quand même un grand temps de recherche, d'écriture, d'illustration, de montage. Enfin bref, ça prend quand même un sacré paquet de temps. Et par exemple, je pourrais pas sortir une vidéo par jour ou même tous les 2 jours. En fait, ça me prend une semaine pour faire une vidéo minimum. Et puis, il y a quelques vidéos que j'ai sorties, que j'apprécie pas. Quelques vidéos que j'aurais pas dû sortir dans l'état. Quelques vidéos que j'aimerais voir dégager de la chaîne et c'est exactement ce que je vais faire au 31 décembre. Donc voilà, profitez-en pour regarder certaines vidéos avant qu'elles virent. En 2021, je vais me concentrer sur des plus gros projets, c'est-à-dire des retours sur l'histoire par exemple qui seront plus complets, un peu comme des espèces de documentaires, des vidéos qui traitent un sujet de A à Z, un peu plus longues, et également des sujets sans doute un peu plus croustillants, concernant notamment les top 5, qui sont susceptibles d'intéresser un plus grand nombre de personnes dans la communauté. Et j'ai également forcément maintenant d'autres projets. Je me suis lancé sur Twitch en 2020. La hype est forte hein, sur Twitch, ça me fait bien plaisir. Hein, presque 1700 followers, plein de subs, plein de sessions, plein de rires. Enfin, c'est un truc vraiment que j'ai découvert cette année, Twitch et Discord. Et deux endroits très communautaires que j'adore. Et donc je vous invite à me rejoindre à chaque fois, parce que c'est même pas pour faire
du stonk ou récupérer des followers, c'est juste parce qu'en fait c'est trop bien quoi, on s'amuse beaucoup. Sur Twitch on discute beaucoup de catch, on fait pas mal de gaming. Sur Discord c'est pareil, il y a des gens, il y a des amitiés qui se créent sur la plateforme. Bon, si des fois il y a des cons, hein, bah, c'est pas grave, on les dégage. Hein. Et franchement, Twitch et Discord, c'est vraiment deux plateformes sur lesquelles je m'épanouis énormément parce que voilà, il y a l'aspect communautaire et je trouve que c'est ce qui me manquait sur Dr Wrestling. Il y a la barrière en fait de la vidéo et il n'y a pas ce partage là qu'on peut trouver sur Twitch ou sur Discord. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Un autre projet également que j'ai décidé de lancer cette année, décidément je suis homme à projet, en tout cas c'est mon dernier projet YouTube, c'est ma dernière chaîne YouTube, c'est Dr Everything, qui est une chaîne généraliste, qui est une chaîne où je peux donc du coup me concentrer sur... En fait, je peux faire ce que je veux sur Dr Everything, c'est ça qui me plaît. Sur Dr Wrestling, forcément, je suis limité au catch. Je vais pas vous parler de la soupe à l'échalote, hein, mais je suis limité au catch, alors que sur Dr Everything, je peux vous parler de tout ce qui me plaît, ce qui me passionne. Et je pense que vous le savez maintenant, si vous me connaissez depuis un certain temps, ce que j'aime, c'est instruire, c'est donner des informations, c'est apprendre des choses. Et avec Dr Everything, je peux faire ça encore mieux et encore plus, quoi. Et en plus de ça, j'ai pas le problème de... Enfin, au niveau des illustrations pour les montages, c'est la fontaine de jouvence. Vraiment, je peux illustrer tout de manière simple. Alors que le catch, bon, je suis obligé d'utiliser souvent les mêmes photos parce qu'il y a 3-4 photos pour un seul match, quoi. Et parfois, c'est difficile d'illustrer les vidéos de catch. Avec Dr Everything, c'est beaucoup plus simple. Et ça fait que j'ai un rendu en termes de qualité de montage qui me plaît beaucoup plus sur Dr Everything. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore regardé cette chaîne, n'hésitez pas à y faire un tour, juste comme ça, par curiosité. Hein. Voilà, vous y trouverez sans doute quelque chose, des choses assez intéressantes. Et puis d'ailleurs, il y a déjà des milliers de vues et des milliers d'abonnements, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà fait le pas. Et puis merci pour votre soutien. Et puis je vais continuer de développer ça également en parallèle à Dr Wrestling. Concernant Dr Gaming d'ailleurs, qui est un peu la chaîne oubliée, le projet de l'année dernière que j'avais lancé, que je naviguais un peu à vue avec cette chaîne, je savais pas quoi faire et j'ai perdu un peu l'inspiration. J'étais encore une fois bloqué dans un seul et même élément et j'avais décidé de faire pause et de passer sur un truc où je pouvais parler de tout. Mais Dr Gaming, c'est une chaîne que je n'abandonne pas, que je vais utiliser également pour mes best-of Twitch, pour des sessions de gameplay parfois que je vais donner, et encore quelques petits top 5 et petits retours sur l'histoire concernant le jeu vidéo, mais ça sera un peu plus clairsemé, là c'est vraiment une chaîne secondaire. Voilà pour le bilan de tout, c'est une vidéo qui va être sans doute extrêmement longue, ça va, je supporte pas quand les vidéos sont longues, mais bon, pas le choix. Juste avant de vous quitter, je vous montre rapidement les meilleurs éléments, enfin les meilleurs trucs que j'ai dans WrestleCred cette année. Je suis partenaire avec WrestleCred, voilà, donc ça me fait plaisir de vous montrer tout ça. Vous pouvez donc avec le code Docteur faire votre première commande et vous allez recevoir des cadeaux, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Je vais vous montrer donc ce que j'ai eu récemment, enfin les meilleurs trucs en gros. Au niveau des DVD, j'ai eu par exemple ce DVD de Rob Van Dam, que j'ai pas encore vu d'ailleurs, c'était dans la dernière boîte, mais ça peut être que bien. Celui-là, je l'ai ressorti forcément il y a quelques jours, parce que, attendez, hop. Ouais, non, ça change rien. Celui-là, je l'ai ressorti il y a quelques jours parce que, bah voilà, c'est malheureusement le décès de Brody Lee. Donc, un DVD spécial de Brody à la CZW, et également John Moxley à la CZW. Donc, voilà, il y a des DVD très sympas. Je vous montre rapidement les autographes que j'ai eu. Regardez-moi ça, Chris Jericho, Becky Lynch, Matt Hardy, Kylie Ray. Bah, super design d'ailleurs, j'adore. Sid, le vicieux Sid à la WCW, regardez comme il est beau. Seth Rollins. Franchement, je suis très content d'avoir ces autographes que j'ai plastifiés d'ailleurs parce que c'est mon côté perfectionniste. Et bah voilà, n'hésitez pas à checker WrestleCred. Qu'est-ce que j'ai d'autres trucs? Ah oui, j'ai un t-shirt de Sabu. Voilà, mes t-shirts sont rangés, mais je peux vous montrer celui-là qui est le dernier que j'ai reçu. Donc c'est un t-shirt de Sabu. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Vous le voulez? Je vous le fais gagner? Je vais pas le mettre hein, pour aller travailler, celui-là, il est un peu... comment dire, il est un peu anti tout, quoi. Donc voilà, si vous voulez, je vous le fais gagner, je verrai ça, je sais pas comment je vais faire, mais je vous le fais gagner. Voilà, bah, n'hésitez pas à regarder WrestleCred, c'est super, et puis le code Docteur, si jamais vous faites une commande. C'était Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.